Cet Hovercraft de construction britannique évolue dans la glace comme un poisson dans l'eau. De nos jours, cela n'a rien d'extraordinaire. Des milliers d'engins sur coussins d'air sont exploités un peu partout dans le monde. Ils sont bruyants, mais capables d'atteindre des endroits inaccessibles à tous les autres véhicules. On les utilise beaucoup en Europe pour le transport des passagers. Les premières versions passagers n'étaient pas très confortables. Elles semblaient être le résultat du croisement d'une vedette rapide et d'un avion de charter. Aujourd'hui, des hôtels de luxe aux Bahamas ou en Australie se sentent obligés de proposer à leur clientèle des hovercraft de taille respectable. À leur bord, le confort, le service et la cuisine sont de première qualité. Leurs passagers peuvent ainsi accéder à des plages sans même se mouiller les pieds. Dans certaines régions humides ou froides, les hovercraft ne sont pas un luxe. Ils sont les seuls à pouvoir acheminer des passagers dans des lieux inaccessibles aux bateaux ou aux hélicoptères. Celui-ci appartient à la SAS. Cette compagnie, qui opère en Europe du Nord, a l'habitude depuis longtemps d'utiliser les technologies les plus sophistiquées pour affronter les éléments. Il n'y a rien d'étonnant à ce que SAS utilise des hovercraft. Cet appareil canadien est en train de briser des congères de glace, mais il peut servir à bien d'autres choses. L'hovercraft n'a que 30 ans, mais il est probablement là pour longtemps. Pour comprendre ce qu'est un hovercraft, il faut d'abord regarder ce qu'il n'est pas. Cet appareil est un Harrier à décollage vertical. C'est probablement le meilleur appareil à réaction capable de faire du vol stationnaire. C'est un réacteur spécial dont la poussée est orientée vers le sol qui le maintient en vol stationnaire. Mais le Harrier n'est pas un hovercraft. Cet engin est un tilt-rotor, un avion à hélice pivotante. Ses moteurs sont positionnés en bout de voilure. En les faisant pivoter de la verticale à l'horizontale, il peut passer du vol stationnaire au vol horizontal. Il existe aussi des tilt wings, des appareils à aile pivotante. Dans ce cas, c'est toute l'aile qui pivote. Ces deux appareils étaient en compétition pour être le premier avion de combat à hélice et à décollage vertical. Aucun des deux n'a été mis en service, mais ils étaient tous les deux capables de faire du vol stationnaire. La poussée des hélices de cet appareil est déviée vers le bas par d'énormes déflecteurs pour augmenter sa portance au décollage. Il est incapable de faire du vol stationnaire, mais il peut décoller sur une très courte distance. Cet engin est une plateforme volante Curtiss. Elle n'est pas très maniable, mais elle est équipée de 4 roteurs pour la faire décoller et la maintenir en l'air. Curtiss a aussi construit un quadrimoteur à hélice pivotante. En dehors du vol stationnaire, il ne pouvait pas faire grand-chose. Ces engins ont tous le même défaut. Ils utilisent des hélices conventionnelles conçues pour faire avancer un avion, mais pas pour le soulever. Étape suivante, des grandes turbines entraînées par des moteurs à réaction. Ce principe a fait l'objet de longues recherches. Les turbines intégrées, consacrées uniquement à la portance, semblaient prometteuses. Cet appareil expérimental, un Ryan, repose aussi sur ce principe.
Il ne volait pas trop mal, il pouvait faire du vol stationnaire, mais la quasi-totalité de l'espace à son bord était occupée par ses moteurs. En revanche, sur ce Bell, un X-22, les moteurs sont en dehors du fuselage. On utilise, comme sur les autres appareils qu'on vient de voir, des grandes hélices avec des carénages pour améliorer leur poussée. On n'est plus très loin d'un système viable. Cet Avrocar, construit par la firme canadienne Avro, a beaucoup déçu ses commanditaires qui s'attendaient à un chasseur supersonique. Il n'a jamais pu voler qu'à basse altitude. Il était équipé d'une turbine multipale installée au milieu et qui tournait dans un conduit. Comme la Jeep volante Piasecki, tous ces engins ont contribué à l'ouverture d'un nouveau marché. Un engin capable de se soulever plus que de réellement voler intéressait beaucoup de monde. Pour réaliser un véhicule à turbine capable de se déplacer juste au-dessus de la surface du sol, il y avait 3 possibilités. Premier système, une chambre de compression, c'est-à-dire une chambre inversée avec un orifice sur le dessus et des parois rigides. Deuxième système, celui de la poussée annulaire. Dans ce cas, le flux d'air est concentré de l'extérieur de l'engin vers son centre pour limiter la dissipation de la poussée. Le troisième système nécessite un accessoire supplémentaire. C'est celui qui est devenu le plus courant, on le retrouve sur la plupart des véhicules sur coussin d'air. Cet accessoire est un simple morceau de caoutchouc, une jupe. Elle sert à contenir la pression. De cette façon, toute la poussée est utilisée pour maintenir le véhicule au-dessus du sol. Ce système demande moins de puissance car la jupe qui est en caoutchouc est souple. Elle reste en contact avec le sol, constituant une sorte de joint. Sur le SNR1, c'est un rotor caréné qui fournissait la poussée, elle-même contenue par une jupe en caoutchouc. Sa propulsion et sa direction étaient assurées par un système très simple. Un nouveau véhicule était né en même temps qu'une nouvelle industrie et un nouveau nom dans le dictionnaire, l'Hovercraft. Le SRN1 était un engin rudimentaire, mais son constructeur a très vite compris son potentiel. Il n'a pas fallu beaucoup de temps pour que des modèles commerciaux soient testés et proposés. Un grand nombre de constructeurs dans différents pays ont exploité le concept de base du SNR1. Celui-ci est un Curtiss basé sur les mêmes principes que son homologue britannique. Il est équipé à l'arrière d'une turbine carénée alimentée par une cheminée. L'essentiel du flux d'air est transformé en poussée verticale et elle est renforcée par l'effet de confinement de la jupe. La poussée sert aussi à diriger l'Hovercraft car elle est partiellement canalisée vers des orifices latéraux. Des engins expérimentaux testés sur terre et sur mer ont démontré la justesse de ce principe. Ces machines ont aussi servi à l'améliorer. Le principe était bon et en plus, l'Hovercraft semblait amusant à piloter. Mais il a d'abord fallu commencer par résoudre quelques problèmes. Les premiers modèles givraient à cause de la taille des pales de leur turbine et faisaient beaucoup de bruit. Les systèmes de contrôle directionnel des premiers Hovercraft consommaient aussi une quantité considérable du flux d'air. Les techniques nouvelles ont presque toujours des débuts difficiles. C'est le rôle des prototypes expérimentaux de prouver qu'une telle idée est viable et qu'un marché existe. Au début, l'Hovercraft était une bonne idée, mais il n'était pas au point. Il n'était pas exploitable commercialement et on ne lui avait pas trouvé d'utilisation militaire. L'étape suivante a été, et cela est tout à fait logique, une mise en compétition de l'Hovercraft avec l'automobile.
Depuis les débuts de l'automobile, il y a toujours eu des ingénieurs en quête d'une alternative aux véhicules à 4 roues. L'hovercraft est apparu comme une possibilité. Aujourd'hui, avec le recul, cela semble ridicule, mais à cette époque, ce n'était pas complètement illogique. L'hovercraft semblait capable de transporter une famille entière dans des endroits inaccessibles à la fois à un bateau, à une voiture, sans parler des économies de pneus. Cet engin est un de ceux construits par Curtiss, mais Curtiss n'était pas le seul à travailler sur ce genre de projet. Cet engin était un peu grand pour rentrer dans un garage, mais certaines de ses qualités en faisaient un adversaire de poids de la voiture. Le Curtiss avait 2 turbines séparées, comme la Jeep volante de Piasecki. En fait, le véhicule sur coussin d'air n'était pas en mesure de prendre la place de l'automobile. C'est Curtiss qui a fait faillite et pas General Motors. Cette faillite ne s'explique pas par une mauvaise appréciation des possibilités de l'hovercraft, mais par la dureté de la compétition. Pour survivre, l'hovercraft avait besoin qu'on lui trouve une application pratique, et cela très vite. L'hovercraft a été sauvé par les militaires qui ont décidé d'y consacrer de l'argent. La compétition militaire entre les pays était telle qu'aucune idée ne pouvait être laissée de côté. Et quand il y a une bonne idée, les militaires trouvent toujours de l'argent pour l'étudier. L'hovercraft a intéressé les militaires dès le début. L'hovercraft était maintenant beaucoup plus solide et beaucoup plus sophistiqué. C'était un nouveau type d'engin rapide et tout-terrain, très intéressant pour les militaires, la police et les services de douane. Mais il devait encore faire beaucoup de progrès. Les véhicules sur coussin d'air étaient intéressants à plusieurs titres. Pour la Navy, c'était une façon de réduire la résistance à l'eau de ces navires expérimentaux à grande vitesse. L'énergie nécessaire à leur déplacement pouvait être produite indépendamment de la poussée nécessaire à leur maintien au-dessus de la surface de l'eau. Un grand nombre d'engins hybrides faisant appel à la technique du coussin d'air ont été développés. Les véhicules sur coussin d'air ont été testés en situation de combat pour la première fois au Vietnam, c'est-à-dire au début des années 60. C'est là que les militaires ont appris petit à petit à les exploiter à fond. Nous sommes ici au Vietnam en 1966. Ces engins sont les PAC-VIS de la Navy. PAC-VIS voulant dire véhicule de patrouille sur coussin d'air. À la fin de la saison des moussons, on les a envoyés dans la plaine des Joncs, à 50 km à l'ouest de Saigon, une zone à forte concentration Viet Cong. Cette opération a eu pour nom de code Cai Vat, c'est-à-dire monstre en vietnamien. La façon dont ils étaient peints ne faisait que souligner leur caractère redoutable. Au Vietnam, les véhicules sur coussin d'air ont d'abord été utilisés pour des patrouilles sur les fleuves ou à proximité des côtes. Certains conseillers militaires regrettaient qu'on n'exploite pas plus leurs possibilités de vitesse et de déplacement tout-terrain. Dans la plaine des Joncs, qui était une zone très bien contrôlée par l'ennemi, ils ont permis de couper les mouvements, le ravitaillement et les communications du Viet Cong. Cette opération a commencé le 20 novembre 1968
il était clair, dès le début, qu'il ne s'agissait pas simplement d'une patrouille de plus. Le Vietnam était un conflit d'une nouvelle nature. Les Américains ont dû faire face à des problèmes qu'ils n'avaient jamais rencontrés, ni pendant la Seconde Guerre mondiale, ni en Corée au début des années 50. Le Vietnam était différent par la nature du terrain. Il y a beaucoup d'estuaires, de marais et de rizières. Le Viet Cong en avait l'habitude, les Américains absolument pas. C'est au Vietnam que l'hélicoptère a démontré ses vertus de machine de guerre. Il pouvait se déplacer et se poser dans des espaces très restreints pour acheminer des troupes ou récupérer des blessés. Mais certains endroits étaient inaccessibles même aux hélicoptères, en particulier les marais et les estuaires, où même un engin aussi petit est incapable de se poser. Dans ce genre de terrain, le véhicule sur coussin d'air se justifiait. Il devenait alors une arme offensive et non plus un engin de patrouille, seulement un peu différent des autres. La plaine des Jong commence à 50 km à l'ouest de Saigon et s'étend sur 110 km en direction de la frontière cambodgienne. C'est un pays très plat qui doit son nom à la qualité des joncs qui y poussent. Leur hauteur variait entre 2 et 4 mètres. Les zones boisées ne représentent que 15% du total et en dehors d'elles, ce terrain était taillé sur mesure pour tester les PAC-VIS de la Navy. Fin 1960, après la mousson, la remise en place de la puissance de feu du Viet Cong s'est fait sentir très vite. Les PAC-VIS ont dû récupérer les équipages d'hélicoptères abattus. Leurs véhicules sur coussin d'air étaient les seuls engins efficaces. Les véhicules sur roues étaient inutilisables et les hélicoptères n'avaient pas toujours d'endroit où se poser à proximité du lieu des accidents. La base des PAC-VIS à Mocoa ne se trouvait pas en zone ennemie, mais c'était le seul endroit à peu près sûr de cette région. Avant l'arrivée de la mousson, le Viet Cong était protégé par les canaux et les plantations d'arbres. Et après la décrue, ils ont très vite repris leur position. Avant la mousson, les Américains n'avaient pas beaucoup patrouillé dans cette zone. Sans PAC-VIS, les forces spéciales manquaient de mobilité. Les embarcations lentes représentaient des cibles très exposées. Les PAC-VIS déployés dans la plaine des Joncs avaient subi un entraînement très varié. À Coronado Beach, aux États-Unis, ils avaient appris à maîtriser les déferlantes du Pacifique. Cela n'avait rien à voir avec la plaine des Joncs, mais leur a permis de s'habituer à leurs nouveaux engins et d'en connaître les possibilités. Au milieu des années 60, cette technologie était encore toute nouvelle. Leur utilisation tactique n'était pas encore au point et on n'avait pas encore exploité toutes leurs possibilités. En arrivant au Vietnam, les PAC-VIS ont patrouillé pendant 6 mois de conserve avec d'autres embarcations. Ils essayaient de contrôler les mouvements du Viet Cong le long des côtes. Au cours de ces missions, ils se retrouvaient face à des sampans qui ne dépassaient pas 25 km/h. Leur vitesse n'était pratiquement jamais exploitée et ils n'avaient pas l'occasion de montrer tout ce dont ils étaient capables. Les choses ont changé avec l'opération Kai Vat en novembre 1968. Le dimanche 20 novembre, 3 PAC-VIS ont quitté Cat Lo pour remonter la rivière Mito sur 350 km. C'était un voyage dans l'inconnu à l'intérieur de la fameuse plaine des Joncs. Des véhicules sur coussin d'air vont bientôt essuyer le baptême du feu.